était évidemment d'accord. Donc tout le monde était d'accord, sauf deux personnes, le Premier ministre et le Président de la République. Allez leur poser la question. Parce que vous faites des commissions d'enquête, convoquez-les, ils sont obligés de déférer. Alors, le Premier ministre a invoqué une espèce d'astuce qui s'appelait ULCOS. Vous savez qu'il y avait un programme de l'Union européenne de décarbonation des hauts fourneaux. Il dit, moi, c'est pas grave, on va le fermer, puis on va en faire un réacteur, enfin, pardon, un haut fourneau expérimental pour ULCOS. Je me souviens que le secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui s'appelait à l'époque M. Emmanuel Macron, avait dit ULCOS, c'est totalement bidon. Et en effet, donc, il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait que j'ai peur, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Donc demandez-leur, parce que c'est à eux d'en répondre. Moi, j'ai mis ma démission sur la table sur cette affaire. Et c'est les syndicalistes qui m'ont retenu. C'est pas le gouvernement, c'est pas le président de la République qui m'a convaincu de rester. C'est Édouard Martin qui m'a dit on a encore besoin de vous pour faire la suite. Et c'est comme ça que je n'ai pas déposé ma démission. Excusez-moi, il y a quand même eu un vrai problème, car on aurait encore aujourd'hui ces hauts fourneaux. Et nous aurions un autre acteur dans l'acier, qui n'est pas Arcelor. Et donc, j'aurais dit, c'est le moment de nationaliser Arcelor. C'est le moment, là. Et comme ils veulent tout fermer, ça ne va pas valoir très cher. Et ils vont nous faire Dunkerque, et après ils vont nous faire Fos, vous verrez. Voilà. La faiblesse, voire l'absence d'argumentaire opposé à cette nationalisation. Je reviendrai après sur ces débats-là parce qu'ils sont intéressants, notamment sur l'influence que vous évoquez de Mittal. Mais... Parce que c'est un point intéressant. À l'époque, le président de la République avait un collaborateur qui suivait ces dossiers avec moi. Il s'appelait Emmanuel Macron, qui m'a téléphoné la veille de la décision de non-nationalisation et m'a dit « On saute avec toi en parachute ». Donc c'est donc bien que les décisions qui ont été prises par deux hommes qui ont pris des décisions à l'insu de leurs propres collaborateurs. Voilà. Donc c'est un sujet politique au sens où vous avez deux personnes, alors qu'il y a un consensus national pour régler ce problème, enfin, et venger l'affront de l'OPA hostile d'Arcelor, qui a été prise par Mittal, on réglait le problème. Donc, à l'époque, Louis Gallois avait dit il faut nationaliser tout Arcelor. Donc, vous voyez où on en était, Mittal. Vous voyez où on en était à l'époque. Bon, si on l'avait fait, je pense qu'on n'en serait plus là aujourd'hui. On serait beaucoup plus fort. Je voulais revenir sur l'implication d'Emmanuel Macron. On sait qu'Emmanuel Macron a été secrétaire général de l'Élysée avant de vous remplacer, malheureusement, au ministère de l'économie. Et il me semble un petit peu léger que vous ayez eu un seul coup de fil avec lui quand on sait le rôle qu'il a tenu dans le quinquennat Hollande lorsqu'il était à l'Élysée. Est-ce que vous aviez eu d'autres échanges auparavant sur la nationalisation, ou est-ce que c'est le seul coup de téléphone que vous auriez pu avoir avec lui? Et moi, je m'étonne également de ce qui a pu se passer au Parlement à cette époque, puisqu'il est vrai que les socialistes avaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils avaient aussi une majorité au Sénat. Vous nous dites que certains parlementaires socialistes vous soutenaient dans votre démarche. Comment se fait-il qu'aucun parlementaire n'ait déposé une proposition de loi pour l'inscrire à l'ordre du jour, soit dans le cadre de la semaine réservée à l'Assemblée, soit dans ce qu'on appelle toujours des niches parlementaires, y compris celle de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, on voit que des députés socialistes qui sont encore là aujourd'hui et qui étaient déjà là sous le quinquennat Hollande vont être co-signataires d'une proposition de loi pour placer sous tutelle les hauts fourneaux d'Arcelor qui risquent de fermer. Mais à l'époque, ce sont les mêmes députés qui n'ont rien déposé. Quelles étaient donc à l'époque les discussions que vous aviez entre votre ministère et votre majorité parlementaire? Alors, les questions relatives à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, au début, était opposé à la nationalisation. Personnellement, dans les réunions. Et puis, j'ai fait le travail de conviction.
Est-ce que c'est lui que j'ai convaincu? Moi, je parlais à l'employé du président de la République. Moi, je ne voulais pas connaître l'opinion personnelle de M. Macron. Je la connaissais auparavant. Dans une autre affaire, qui est la question Alstom, General Electric, il était franchement favorable à la cession. Mais c'est François Hollande qui a décidé de vendre aux Américains. C'était lui le boss, le patron. C'est pas Macron à l'époque. Il faut quand même le rappeler. Donc, une responsabilité, pour moi, quand je parle au secrétaire général de l'Élysée, je parle au président de la République parce qu'on travaille. Donc, le travail a été fait, et au moment où on arrive à l'arbitrage, la réponse est on y va. Et le lendemain, on n'y va plus. Ça, moi, je ne suis pas. Et les discussions ont été lentes, difficiles, mais on a progressé. On est arrivé à un point où le dossier était prêt, était mûr, et on avait construit le consensus politique. Quand je dis consensus politique, le président du Sénat, qui était socialiste à l'époque, le président du groupe, tout ça, tous ces gens avaient donné leur accord. Et s'étaient exprimés publiquement. En faveur, beaucoup de mes collègues du gouvernement à l'époque étaient favorables à la nationalisation. Elle l'avait dit, M. Sapin, beaucoup d'autres. Bon. Alors, pourquoi le groupe n'a pas déposé de proposition de loi? Ils ont déposé cette proposition de loi Florange. Ils ont fait ce choix-là. C'était pas le mien. Bon, à partir de là, les décisions qui ont été prises à l'époque par les uns et les autres, moi je ne suis pas dans le... On avait des relations avec la majorité qui étaient des relations de contrôle, un peu comme celles que vous exercez aujourd'hui. De contrôle, pas de coopération, de contrôle. Donc ils nous contrôlaient, et parce qu'il fallait répondre à leurs demandes, ce qu'on faisait bien volontiers et amicalement, mais je n'ai pas, à l'époque, eu souvenir que le président du groupe ait eu l'idée d'aller contre la décision du président de la République et du Premier ministre. Donc moi, j'ai perdu mon arbitrage ministériel dans le collège gouvernemental, et dans la Ve République, il n'y a pas de rattrapage au Parlement. Ça n'existe pas. Quand vous avez perdu un arbitrage ministériel, vous n'allez pas voir le Parlement, et vos copains de la majorité vont dire « Bon, j'ai perdu face au président, donc maintenant vous allez lui infliger la défaite que je n'ai pas réussi à lui infliger. » Vous voyez, ça ne marche pas. Donc voilà, vous avez la réponse. C'est une réponse institutionnelle et non pas humaine. Non, mais je vous en prie, c'est très intéressant, et vous me permettez de passer de l'archéologie d'un certain nombre de décisions à l'actualité, puisque vous avez vous-même évoqué Emmanuel Macron, à l'époque très proche conseiller du président Hollande, aujourd'hui président de la République. Vous nous informez qu'il a, à ce moment-là, lui, soutenu, de fait, dans sa fonction, la nationalisation. À la fois, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il se refuse à envisager cette nationalisation? C'est une question multiple, mais comme ça, vous aurez le loisir d'y répondre complètement. Donc, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il refuse cette nationalisation, qu'il refuse même de l'envisager ou même de l'agiter comme une perspective? Pas la course avec les moyens qu'il conviendrait. Donc, l'acier européen est menacé, il faut le défendre et le contrôler. Voilà ma position personnelle. Maintenant, moi, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Je ne peux donner qu'un sentiment personnel maintenant. Voilà. Alors que dans la classe dirigeante social-démocrate, on tremble quand on doit prendre une décision forte, oui, c'est la question de la lâcheté. Il y a un moment, on prend des engagements. Bon, ça, c'est la première chose. On doit les respecter. Mais surtout, je pense que la nationalisation est devenue, je crois, un outil de régulation comme un autre. Et d'usage assez fréquent entre les mains de gouvernements, quels qu'ils soient, quels que soient les sens. Ensuite, pour revenir sur les aides publiques, j'avais lu dans Disclose qu'entre 2013 et 2023, ArcelorMittal a perçu plus de 292 millions d'aides publiques. Est-ce que vous vous souvenez des montants qui avaient été perçus en 2013 et en 2014 lorsque vous étiez ministre du redressement productif, puis ministre de l'économie? Est-ce que vous vous souvenez du coût de la nationalisation pour Florange à l'époque? Je n'ai pas le souvenir de ces montants. Je pourrais faire rechercher.
Je répondrai volontiers à cette question, mais je ne me souviens pas du tout de ça. Est-ce qu'il y a eu des aides publiques sur le centre Mézières? Certainement. C'était la conséquence de la non-nationalisation. Le coût de la nationalisation, c'était 1 euro. C'est ce que je vous dis. Ça ne valait rien puisqu'ils le vendaient, ils le fermaient. Donc quand on ferme quelque chose, ça vaut rien. Donc c'est 1 euro. C'était pas cher.